qu'on dit les procédures simplifiées de recouvrement ont généralement pour trait caractéristique de commencer par une injonction du juge, lequel, au vu des éléments de preuve fournis par le créancier, enjoint au débiteur d'avoir à exécuter son obligation dans un certain délai. C'est exactement ça la procédure. C'est-à-dire que dans la procédure d'injonction de prier ou d'injonction de délivrer, on obtient tout simplement une ordonnance du juge. Vous saisissez le juge par une requête qui va délivrer une ordonnance enjoignant à votre débiteur d'exécuter son obligation. Il n'y a pas un débat, il n'y a pas des audiences, non. Au vu des éléments de preuve. Mais pour arriver justement à cela, il y a des conditions qu'il faut remplir. La première des choses, la créance doit être certaine, liquide et exigible. Il va de soi que le montant doit être connu, la créance doit être exigible, la créance doit être certaine. On ne va pas revenir sur ces définitions, c'est connu. Deuxième série des conditions, c'est qu'on peut recourir à la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle. Donc, vous avez conclu un contrat et l'autre partie n'exécute pas ses obligations, vous pouvez recourir à la procédure d'injonction de payer. Il va de soi que le contrat doit obéir aux règles de validité de tous les contrats. Si vous avez conclu un contrat pour qu'on aille tuer une personne et que vous n'avez pas exécuté, vous n'allez pas saisir les juges parce que le contrat lui-même est illicite. Troisièmement, on peut recourir à la procédure d'injonction de payer lorsque vous avez émis ou accepté un effet de commerce. Une lettre d'échange par exemple, vous avez un tireur qui donne sa lettre d'échange, une lettre d'échange à un bénéficiaire qui vient le présenter chez vous, qui est tiré, et vous marquez au verso du document que vous acceptez de payer à l'échéance. Si à l'échéance vous ne payez pas, on peut recourir contre vous à la procédure d'injonction de payer. Donc ce sont là les conditions qui permettent de recourir à cette procédure. Créance certaine, liquide exigible, créance d'origine contractuelle, ou encore lorsque vous avez émis ou accepté un effet de commerce. À ce moment-là, on peut recourir à la procédure et qui commence par une requête. La requête est adressée au président de la juridiction compétente. Alors, quand vous prenez le texte de l'acte uniforme, la seule compétence qui est réglée, c'est la compétence territoriale. On dit que c'est le juge de la résidence du débiteur qu'il faut saisir. Mais la compétence matérielle n'est pas réglementée. Elle est laissée à l'appréciation ou c'est organisé par la législation nationale. Ça veut dire que dans notre pays, s'il faut rentrer dans notre législation, il faut regarder quelle est la nature de l'obligation. Est-ce qu'elle est civile ou commerciale? Si l'obligation est civile, encore qu'il faut regarder la hauteur de cette obligation. En deçà de 2 500 000, c'est le juge de paix de la résidence du débiteur qu'il faut saisir. Si c'est au-delà de 2 500 000, vous allez au TG. Si l'obligation est commerciale, vous irez devant le juge du tribunal de commerce. Alors maintenant, la spécificité chez nous, c'est que le tribunal de commerce n'est pas installé partout. Là où il n'y a pas de tricône, vous irez devant le juge de grande instance qui fait office de juge de commerce. Alors là, si l'obligation est commerciale, peu importe la hauteur, que ça soit de moins de 2 500 000, vous n'irez pas devant le juge de paix. Parce que là, c'est une créance commerciale qui doit être portée devant le juge de commerce du lieu qui est le juge de grande instance. Donc, le législateur Ouada n'a pas réglementé la question de la compétence matérielle, il a tout simplement réglementé la compétence territoriale. Alors, lorsque vous faites votre requête, la requête doit contenir un certain nombre d'éléments, des mentions. L'identité des parties, les preuves à l'été de votre demande, et notez que toutes les pièces doivent être déposées soit en original, soit en copie certifiée conforme. Alors, maintenant, au vu des pièces qui sont fournies au juge, celui-ci va les analyser. Il peut ou n'est pas prendre une ordonnance pour injonction de payer.
Même si nous avons constaté que systématiquement, nous avons l'impression que le juge saisi ordonne, alors que parfois les conditions ne sont pas remplies. Il y a eu un cas que j'ai connu. Un monsieur demande un crédit à la banque de 75 000 $. Par erreur, la banque crédite 2 fois son compte. Donc il se retrouve avec 150 000 $ dans son compte. Il rembourse les 75 000 et finalement les autres 75 000, la banque commence à réclamer. On lui fait une procédure d'injonction de payer, le juge l'ordonne. Et pourtant, les 75 000 autres ne sont pas d'origine contractuelle. Parce qu'il n'y a jamais eu accord sur ces 75 000. Mais le juge a ordonné. Mais la dette existe. Donc c'est pour dire que ce n'est pas toute dette qui peut être recouvrée par la procédure d'injonction de payer. La dette existe bel et bien, mais elle n'est pas éligible à la procédure d'injonction de payer. Donc, ça veut dire que si au vu des documents qui sont fournis, les juges analysent, estiment que la dette existe, elle est réelle, certaine, exigible, il va prendre une ordonnance portant injonction de payer. Si par contre, il estime que la dette en question n'est pas éligible, alors il va rejeter la demande. Et la décision de rejet de la demande est sans recours. Lorsqu'après avoir analysé, on se rend compte que sous le fond, la dette n'existe pas, à ce moment-là, il rejette la demande et c'est sans recours. Mais si par contre, vous avez commis des erreurs, il y a des mentions qui font défaut, là vous pouvez revenir, parce que le juge n'a pas examiné le fond de la question. Mais si après avoir examiné le fond, on arrive à l'inexistence de la dette, cette décision est sans recours. Donc on doit faire très attention lorsque nous voulons recourir à cette procédure. Alors, si le juge rejette la demande, on vous remet vos pièces, tout ce qui vous reste là, c'est de saisir les juges suivant les procédures de droit commun. Comme l'exemple que j'ai donné, la dette de 75 000, bien qu'étant une dette, mais puisqu'elle n'est pas éligible à la procédure d'injonction de payer, elle ne peut être recouvrée que par les procédures de droit commun. Donc assignation, vous allez venir, remise au mois, ainsi de suite. Donc vous perdez le bénéfice des procédures simplifiées. Alors, quand vous obtenez l'ordonnance portant injonction de payer, ce n'est pas pour mettre sous les livres, vous avez 3 mois pour le signifier. Au bout de 3 mois, l'ordonnance devient caduque si elle n'a pas été signifiée. Alors, là où le législateur au Rwanda a été, à mon avis, un peu sévère vis-à-vis du créancier qui obtient l'ordonnance portant injonction de payer, c'est que quand vous voulez signifier votre ordonnance, il y a des obligations qui pèsent sur les créanciers. Vous devez sommer les débiteurs à payer le montant fixé dans l'ordonnance. Vous devez le sommer à prendre connaissance des pièces qui ont servi pour l'obtention de l'ordonnance. Vous devez lui indiquer, s'il veut contester l'ordonnance, le lieu, la juridiction devant laquelle il doit faire son opposition. Vous devez lui donner cette juridiction. Vous devez lui indiquer le délai en ayant lequel cette opposition doit être formée. Donc dans votre extrait de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, toutes ces mentions doivent apparaître. Si ces mentions font défaut, c'est que la signification est nulle. Alors, lorsque maintenant la signification est faite, on doit savoir que la seule façon de contester une ordonnance portant injonction de payer, c'est l'opposition. La seule voie de recours contre une ordonnance portant injonction de payer, c'est l'opposition. Et l'opposition est formée devant la juridiction à laquelle appartient le président qui a pris l'ordonnance portant injonction de payer. Et pour former opposition, vous avez 15 jours, vous débiteurs, 15 jours pour former opposition, à dater de la signification de l'ordonnance. Alors, le législateur Ouaga ajoute que ce délai de 15 jours est augmenté des délais de distance.
bien avoir ça à l'esprit parce qu'on va y revenir à un moment donné sur cette question des délais de distance. Alors, lorsque vous avez formé, maintenant l'opposition est formée devant la juridiction, vous devez fixer une date d'audience. Donc quand vous allez former l'opposition, automatiquement vous fixez la date d'audience, laquelle doit être comprise dans une fourchette de 30 jours à dater de l'opposition. Si vous formez l'opposition aujourd'hui, l'audience doit avoir lieu dans les 30 jours. Au-delà, l'opposition est tirée séparée. Parce que nous sommes en matière de recouvrement des créances. Donc il faut que les choses soient traitées rapidement. Alors, lorsque vous avez formé l'opposition, l'opposition doit être signifiée à qui? Au créancier, mais aussi au greffier responsable de la juridiction. On signifie l'opposition. Pourquoi j'insiste sur cette signification? Parce qu'en fait, la signification de l'opposition s'est faite dans un même exploit qui est appelé exploit de signification de l'opposition et assignation. Nous avons dit que celui qui forme opposition doit assigner dans les 30 jours. Et c'est dans le même acte, un même exploit d'huissier, où vous avez une première partie qui est la partie signification de l'opposition. On signifie l'opposition au créancier et au greffier responsable. Mais la deuxième partie de cet exploit, qui est la partie assignation, n'est assignée que le créancier. On n'assigne pas le greffier. Malheureusement, nous avons vu certaines pratiques où, lors des instances d'opposition, vous voyez, le greffier est assigné. Et le greffier envoie aussi des avocats pour le représenter en justice. Alors que le greffier n'a pas à être assigné. Mais en fait, ce n'est pas la faute des plaideurs. C'est une erreur qui vient d'une rédaction quelque peu malheureuse de l'article 11 de l'acte uniforme. Si vous prenez l'article 11, il est dit ceci: l'opposant est tenu à peine des déchéances et dans le même acte que celui d'opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer. On désigne qui doit être, à qui on doit signifier l'opposition. Mais le deuxième tiré, on dit de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l'opposition. Vous verrez que le deuxième tiré ne dit pas qui doit être assigné. Si bien que certains ont cru que ce sont les mêmes personnes à qui on devait signifier l'opposition, ce sont elles qui devaient être assignées. Or, tel n'est pas le cas. On n'assigne pas le greffier. On signifie au greffier l'opposition. Pourquoi? Pour qu'il n'ait pas à apposer malencontreusement la formule exécutoire sur une ordonnance qui fait l'objet des recours en opposition. Voilà la raison d'être. La raison d'être de la signification de l'opposition au greffier. Mais le greffier n'a pas à être assigné pour venir à l'audience. Il viendra dire quoi? C'est un contentieux entre un débiteur et son créancier. Quelle est la place du greffier là-dedans? Et une fois j'étais devant les magistrats, ils m'ont dit, ils ont un jour condamné le greffier. J'ai dit, mais attendez, c'est une aberration. Vous le condamnez dans un conflit entre créancier et débiteur. Qu'est-ce qu'il lui a à voir?